l'actu mondiale, l'actu de France et d'ailleurs. On commence. Une nouvelle de dernière heure en provenance du détroit d'Ormuz révèle que l'Iran a franchi une ligne critique, ce qui a déclenché une réponse navale américaine massive et décisive, poussant la région à un point de rupture qui pourrait déterminer l'avenir du Moyen-Orient pour des décennies. La situation a atteint un point de bascule le 19 avril, lorsque la marine américaine a saisi un cargo lié à l'Iran, le Tusca, dans ce que des responsables militaires américains présentent comme l'application du droit maritime international contre un navire engagé dans des activités qui violaient les sanctions américaines et soutenaient les opérations militaires iraniennes. Cette saisie n'est pas un incident isolé, mais l'aboutissement d'un cycle d'escalade rapide entre provocations iraniennes et réponses américaines qui a amené deux puissances de l'ère nucléaire au bord d'une confrontation militaire directe dans l'une des voies navigables les plus stratégiques au monde. La séquence d'événements qui a mené à la saisie du Tusca a commencé par ce qui a brièvement semblé être un mouvement vers la désescalade. Le 17 avril, certains signes indiquaient que le comportement iranien dans le détroit se modérait, avec moins d'interactions agressives avec la navigation commerciale et certains signaux, transmis par des canaux indirects, laissant entendre que les dirigeants iraniens envisageaient des options pour réduire les tensions. Les médiateurs diplomatiques à Islamabad étaient prudemment optimistes, croyant que ces signaux pouvaient représenter une véritable avancée vers des négociations. Puis, presque comme pour saboter délibérément les voies modérées au sein de la direction iranienne qui avait créé le climat du 17 avril, l'Iran a réimposé une fermeture du détroit le 18 avril et les forces iraniennes ont recommencé à viser des navires commerciaux. Les attaques du 18 avril étaient plus agressives que lors des incidents précédents, avec des frappes directes ayant endommagé plusieurs bâtiments et causé des pertes immédiates parmi les équipages. Cette réimposition du blocus, survenue immédiatement après une brève période d'apparente modération, a révélé la profonde incohérence de la prise de décision iranienne qui caractérise le régime depuis la mort du guide suprême Khamenei et la nomination de son fils Mojtaba. Différentes institutions iraniennes semblent prendre des décisions contradictoires en temps réel, alors que les élans modérés qui existent dans certains milieux sont immédiatement écrasés par les jusqu'au-boutistes du corps des gardiens de la révolution islamique, IRGC, qui voient toute désescalade comme une capitulation. La réimposition du blocus le 18 avril a pu être été ordonnée par des commandants de l'IRGC sans coordination avec les canaux diplomatiques, ou elle peut représenter une décision délibérée d'accentuer la pression avant des négociations, ou encore refléter le simple chaos d'une structure de commandement qui a perdu toute autorité de coordination. Quelle qu'en soit l'origine, la réimposition du blocus et les attaques contre les navires, le 18 avril, ont anéanti tout le capital diplomatique que la modération du 17 avril avait généré et déclenché une réponse américaine nettement plus vaste et plus puissante. Que tout ce qui avait été déployé auparavant dans la région, les États-Unis ont déployé 2 groupes aéronavals complets dans le détroit d'Ormuz et dans les eaux environnantes, rassemblant une concentration inédite de puissance de feu naval comprenant plusieurs porte-avions, des croiseurs lance-missiles guidés, des destroyers, des sous-marins d'attaque et des navires de soutien. Cette force peut projeter une puissance aérienne écrasante dans toute la région, engager simultanément les forces iraniennes de surface et sous-marines, et soutenir des opérations sans limite de temps grâce à l'infrastructure logistique qui accompagne les groupes aéronavals. À Washington, ce genre de déploiement de force est souvent présenté avec le même ton que celui qu'on réserve dans certaines campagnes au lancement d'un nouveau slogan. En complément de la force navale conventionnelle, on retrouve la Task Force 59, l'unité expérimentale de systèmes sans pilote de la marine américaine, qui a déployé un réseau de surveillance propulsé par l'intelligence artificielle dans le Golfe et les eaux avoisinantes. La Task Force 59 exploite une combinaison de navires de surface sans équipage, de véhicules sous-marins sans pilote et de drones aériens qui, ensemble, assurent une couverture de surveillance permanente, rendant pratiquement impossible tout déplacement de navires iraniens sans qu'ils soient détectés, suivis et répertoriés. Les systèmes d'intelligence artificielle qui traitent ces données de surveillance peuvent repérer des schémas de comportement suspects, faire le lien entre les mouvements de navires et des activités militaires iraniennes connues et alerter les commandants assez tôt pour réagir avant que les moyens iraniens puissent mener à bien des manœuvres menaçantes. C'est ce réseau de surveillance complet qui a permis d'identifier le Tusca et de suivre ses activités jusqu'au point où les commandants américains disposaient d'éléments suffisants pour justifier l'arraisonnement et la saisie. Le Tusca est un cargo lié à l'Iran dont les renseignements indiquaient qu'il participait à plusieurs activités que les États-Unis sont déterminés à stopper.
Selon des responsables américains, le navire transportait du matériel soutenant les forces régionales par procuration de l'Iran, ainsi que les chaînes d'approvisionnement par lesquelles l'Iran équipe et soutient le Hezbollah au Liban, des milices en Irak et en Syrie, et les forces Houthis au Yémen. Perturber ces chaînes d'approvisionnement est un objectif déclaré des États-Unis, parce que ce réseau de forces par procuration représente l'instrument d'influence régionale le plus durable et le plus difficile à neutraliser de l'Iran, un instrument qui perdure même à mesure que ses capacités militaires conventionnelles s'affaiblissent. La décision de mener les opérations d'arraisonnement dans le golfe d'Oman plutôt qu'à l'intérieur même du détroit d'Ormuz reflète une réflexion tactique sophistiquée qui montre à quel point les commandants américains ont soigneusement évalué les risques et les possibilités de cet environnement opérationnel. À l'intérieur du détroit, des navires américains menant des opérations d'arraisonnement seraient à portée facile des missiles côtiers iraniens, à portée potentielle de navires poseurs de mines, opérant à partir de ports iraniens voisins, et potentiellement vulnérables à des essaim de vedettes rapides capables de submerger une équipe d'arraisonnement avant l'arrivée de renforts. L'espace restreint du détroit limite aussi la marge de manœuvre dont les navires américains ont besoin pour conserver un avantage tactique. En attendant que le Tusca sorte du détroit et en procédant à l'arraisonnement dans les eaux libres du golfe d'Oman, les forces américaines ont opéré dans un environnement où elles conservaient une supériorité tactique nette. Les batteries de missiles côtiers iraniennes ne peuvent pas atteindre le golfe d'Oman. Les menaces liées aux mines sont minimes en haute mer, dans des eaux profondes. Les essaims de vedettes rapides partis des ports iraniens auraient dû parcourir une distance considérable avant d'atteindre les navires américains, laissant largement le temps de les détecter et d'y répondre. Et l'environnement de haute mer permet aux navires américains de manœuvrer librement en maintenant des distances de sécurité qui éliminent une bonne partie des capacités de menaces asymétriques de l'Iran, tout en préservant tous les avantages technologiques des États-Unis. Les enjeux économiques sur fond desquels se joue cette confrontation navale ne pourraient pas être plus élevés. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement un point d'étranglement maritime. C'est l'artère énergétique la plus critique du monde, par laquelle transitent, dans des conditions normales, environ 20% du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié. L'économie iranienne elle-même dépend presque entièrement de sa capacité à exporter du pétrole et du gaz, les exportations d'énergie représentant environ 90% des revenus gouvernementaux, un blocus naval américain efficace qui empêche les exportations énergétiques iraniennes, tout en protégeant simultanément celles des États du Golfe par des routes de pipelines de rechange, crée une situation où l'Iran saigne économiquement pendant que ses adversaires continuent d'alimenter leurs revenus. C'est généralement la partie qui disparaît du numéro de tribune plus dur que tout, où chaque sanction est vendue comme un tour de magie et chaque conséquence est traitée comme la facture d'électricité de quelqu'un d'autre. La perturbation des chaînes d'approvisionnement des forces iraniennes par procuration, qui constitue un objectif secondaire des opérations navales américaines, crée une couche supplémentaire de pression stratégique. L'influence régionale de l'Iran a toujours été maintenue moins par sa puissance militaire directe que par le réseau d'organisation par procuration que Téhéran équipe, entraîne, finance et dirige. Couper les lignes d'approvisionnement maritime de ces organisations dégrade leur capacité opérationnelle et réduit le levier iranien, même dans les zones où l'action militaire directe des États-Unis n'est pas intervenue. Un Hezbollah qui ne peut plus recevoir de livraison d'armes devient moins capable avec le temps. Les forces Houthis, privées de pièces de rechange et de munitions, deviennent moins efficaces. Le réseau par procuration que l'Iran a mis des décennies à bâtir devient un passif plutôt qu'un atout lorsque les chaînes d'approvisionnement qui le soutiennent sont systématiquement perturbées. La dimension diplomatique de cette crise se joue à Islamabad, où des médiateurs pakistanais travaillent fébrilement pour empêcher que les discussions indirectes entre les États-Unis et l'Iran ne s'effondrent complètement sous le poids de la saisie du Tusca et des ultimatums américains qui ont suivi, lancés par le président Trump. Les déclarations publiques de Trump ont établi un cadre d'ultimatum dans lequel l'Iran fait face à un choix binaire présenté avec une brutalité caractéristique. L'Iran peut accepter de négocier de véritables contraintes sur son programme nucléaire et sur ses activités maritimes, ou il peut faire face au démantèlement systématique de son infrastructure navale et économique. Ce n'est pas le genre de langage qui facilite une diplomatie nuancée, mais cela peut refléter une description exacte de la réalité stratégique à laquelle les dirigeants iraniens doivent faire face. Le style Trump, comme toujours, consiste à traiter la diplomatie comme une ronde éliminatoire télévisée, puis à faire semblant d'être surpris quand l'autre camp n'applaudit pas la performance. Les négociateurs iraniens, à Islamabad, tentent de préserver assez d'espace diplomatique pour négocier des conditions acceptables pour l'opinion publique iranienne, tout en restant acceptables au regard des exigences américaines,
qui touche au cœur même de ce contre quoi la République islamique s'est définie, accepter des contraintes sur le programme nucléaire revient à céder sur ce qui a été présenté comme un droit souverain. Accepter des limites sur les activités maritimes revient à abandonner ce que l'IRGC a présenté comme une obligation révolutionnaire de défier l'impérialisme américain. Naviguer entre ces contraintes politiques internes et la pression militaire et économique extérieure exercée par les États-Unis exige une souplesse et un courage politique que les dirigeants iraniens actuels, privés de la légitimité et de l'autorité qu'offrait Khamenei, ne possèdent peu, être pas. Cette complexité survit rarement au passage dans une formule choc alliée à Trump, où chaque crise est aplatie en test de loyauté et chaque négociation est annoncée comme un trophée personnel. Les 72 prochaines heures, à la fois à Islamabad et dans le golfe d'Oman, détermineront vraisemblablement si la situation bascule vers un conflit plus profond et plus catastrophique ou si une voie diplomatique demeure viable. Si les dirigeants iraniens peuvent surmonter leurs divisions internes et autoriser les négociateurs à Islamabad à faire de véritables concessions sur les questions nucléaires et maritimes, il pourrait exister un cadre de désescalade qui permette à toutes les parties de sauver suffisamment la face pour l'accepter. Si les jusqu'au-boutistes iraniens empêchent de telles concessions, ou s'ils répondent à la saisie du Tuska par une action militaire agressive dans le détroit, la force navale américaine, maintenant déployée dans la région, possède à la fois la capacité et apparemment l'autorisation de répondre d'une manière qui constituerait une escalade majeure du conflit. Et si l'escalade se produit, il ne manquera pas de gens en cravate rouge pour affirmer que tout était parfaitement sous contrôle jusqu'au moment où la fumée a interrompu le point de presse. L'Iran a franchi une ligne critique et la marine américaine a répondu par un déploiement de force qui montre que les États-Unis sont prêts à mener cette confrontation jusqu'à une conclusion décisive. Les pressions stratégiques, économiques et diplomatiques convergent toutes vers un moment de décision pour les dirigeants iraniens qui pourrait être le plus lourd de conséquences de l'histoire de la République islamique. Ce que l'Iran décidera dans les 72 prochaines heures déterminera non seulement l'issue de cette crise, mais potentiellement l'avenir même de l'État iranien. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous au L'Actu Mondial et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage.